On va continuer avec Isabelle Catus sur l'éthique, justement, l'humain et la mise en place de chartes éthiques et quelle influence ça a dans l'organisation. Oui, bonsoir à tous. Alors comme vous le voyez, moi je remonte un peu sur les impacts de la fraude et on s'aperçoit en fait sur le schéma que vous voyez à l'écran que le plus gros impact, il est sur le moral des salariés. Le reste, bon, je dis pas que c'est des cacahuètes, mais c'est vraiment là en fait qu'on a le plus d'impact. En termes social et humain, l'impact de la fraude peut être énorme et gravissime. En termes social déjà, généralement, le fraudeur est licencié, donc il perd son emploi. Néanmoins, ses collègues peuvent le perdre aussi, puisqu'il y a des entreprises qui ne se remettent pas d'une fraude et qui sont obligés de cesser leur activité. Et donc, c'est des dizaines et des dizaines de personnes en plus chez Pôle emploi. Ensuite, il y a un autre souci qui est que le fraudeur ou la victime voit sa responsabilité engagée. Et là, c'est sa propre santé qui va être menacée. Dans les cas de fraude de type arnaque au président, les conséquences en fait sur la victime, c'est des dépressions. On a même vu des suicides, cas beaucoup plus graves. Et on parle systématiquement, je pense que Valérie me contredira pas, de personnes victimes de ce type de fraude qui sont complètement ravagées moralement, pleines de honte, de culpabilité, en disant mais comment c'est possible, comment j'ai pu me faire avoir, etc., etc. Je voudrais faire un point d'arrêt sur la responsabilité parce que c'est quand même quelque chose de très important. Au sens légal du terme, une victime de fraude, on va pas chercher sa responsabilité. On va plutôt chercher la responsabilité de l'entreprise, de la personne morale, parce qu'elle a les moyens en fait de payer ce que le salarié lambda n'a pas obligatoirement. Par contre, aux yeux de l'entreprise et des dirigeants de l'entreprise, la victime d'une fraude au président est considérée comme responsable. Dans les cas de braquage ou de vol à main armée, il n'y a pas de souci pour avoir un statut de victime. Dans ce cas où on s'est fait manipuler en fait par des experts, c'est très difficile de se voir reconnaître un réel statut de victime. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être vécu des cas de fraude au président ou du même type. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les choses vont très, 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 très vite. Une attaque au téléphone, ça dure 3 minutes, parce que le gros du travail a été fait avant. On se retrouve tout seul, face à des experts en psychologie, en manipulation, etc. Et on est vraiment enfermé dans un tunnel avec un isolement total et la pression sur c'est confidentiel, c'est très urgent, je vous fais totale confiance, etc., etc. Donc la victime en fait de ce type de fraude se retrouve en fait dans l'obligation de faire et complètement isolé, parce que le gros du travail est là, c'est-à-dire qu'on va chercher à isoler la personne le plus possible pour qu'elle ne parle pas. Et ça va à tel point que j'ai un exemple en tête où la personne en question était à 10 pas du bureau du président que soi-disant elle avait au téléphone, elle n'a même pas osé aller lui parler. Et donc c'est des millions qui sont partis de façon frauduleuse. Alors, est-ce que code éthique, charte éthique, code de bonne conduite est une solution ? Personnellement, je pense que oui. Et puis, je suis appuyée en ça par un certain nombre d'études. Alors, vous noterez quand même en passant que comme Grant Thornton était là, je ne cite que les statistiques de leurs confrères, mais néanmoins concurrents. Donc, il y a une étude d'Ernst & Young qui a été faite auprès des salariés européens. Et on s'aperçoit en fait que près de 90% des salariés souhaitent qu'il y ait la mise en place d'un code éthique. 70% vont considérer que c'est un moyen très efficace en fait de lutter contre la fraude. Et quand ce code éthique ou cette charte éthique est connectée à un système d'alerte, hotline éthique, dispositif d'alerte, on appelle ça comme on veut, on se rend compte que ça permet de détecter 25% des fraudes. Alors ça, c'est les statistiques globales européennes. Maintenant, quand on regarde en fait ce qui se passe en France, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait les mêmes chiffres et que seuls 55%
les salariés français voient dans le code éthique un bon moyen de prévenir la fraude et de les aider dans la prévention. Alors on pourrait discourir très longtemps sur l'exception française, comme on dit. Je préfère en fait qu'on voit en fait quelles sont les causes de ce chiffre-là. Alors pour moi, il y a une première raison, c'est qu'elle est à trouver dans l'origine des chartes éthiques ou des codes de bonne conduite en France. Généralement, c'est des choses qui ont été mises en place sous une pression commerciale, c'est-à-dire que pour signer un contrat, il fallait soit accepter la charte éthique du partenaire commercial, soit faire la sienne. Et généralement, on préfère signer ce qu'on a produit plutôt que ce que nous propose notre partenaire commercial. Donc, on a vu naître tout un tas de chartes éthiques. Et là, je dirais, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des chartes d'éthique qui font 5 pages. Il y en a qui font 50, qui sont non digérables quand on arrive à la fin de la lecture. Donc il y a un souci en fait sur le contenu effectif. Deuxième souci, on en revient toujours à la communication, c'est-à-dire que oui, on a une charte éthique, mais c'est pas relayé par de la formation, de la communication, et on va même pas jusqu'à s'assurer que l'ensemble des salariés de l'entreprise l'a lu. C'est-à-dire que globalement, on ne demande pas en fait qu'il y ait une signature attestant de la lecture du document. Et troisième souci, c'est un manque d'information quant aux droits ou aux devoirs, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment exercer ce droit, on ne sait pas quels sont les relais pour justement aller poser une question quand on est dans une situation qui nous semble louche, mais bon, on n'en est pas sûr, voilà. Et surtout, on ne sait pas ce qu'on risque à aller limite dénoncer un comportement frauduleux ou oser dire que là on est gêné. Donc pour moi, la charte éthique est un bon moyen de lutter contre la fraude et surtout aussi de lutter contre l'isolement des salariés face à des situations inhabituelles et ou inconfortables. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un certain contenu. Donc oui, qu'on rappelle les valeurs de l'entreprise, qu'on remette les règles générales, ça c'est évident. Mais il faut aussi en fait qu'on parle des comportements qu'on attend, des comportements qui sont sanctionnés, de la façon dont on traite en fait les dérives par rapport aux comportements qu'on peut attendre. Et puis, il faut qu'il y ait une information détaillée sur les relais à la disposition de n'importe quel salarié pour se rassurer en fait et l'aider à prendre une décision dans des situations inconfortables. Donc ces relais, c'est quoi ? C'est le management, bien sûr. Et puis, la CNIL ayant sorti la fiche technique, on a le droit de faire ça en France. C'est mettre en place une hotline éthique, je dirais, ce qui a l'avantage en fait de préserver l'anonymat des personnes. Alors, ça suffit pas, ça c'est pour le contenu. Il faut aussi relayer ce qui a été écrit, c'est-à-dire que la charte ou le code de bonne conduite doit être présenté à tout nouvel embauché, elle doit être signée. Il faut former les gens en décortiquant les mécanismes de fraude, expliquant bien quelles sont les règles de contrôle et autres qui sont dans l'entreprise. Comment est organisée la lutte antifraude dans l'entreprise, quels sont les traitements qui ont été faits des fraudes qui se sont produits. Et puis ne pas hésiter à faire des rappels de communication. S'il y a un cas de fraude, communiquer là-dessus, communiquer sur les changements de process ou de procédure que le traitement de ce cas de fraude va impliquer. Vraiment, un maître mot, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Mais tout ça, un bon contenu, bonne communication, bonne formation, ça ne suffit pas. Et ça sera que coup d'épée dans l'eau si, à côté de ça, il n'y a pas l'exemplarité. C'est au management, à la direction de l'entreprise, d'être exemplaire par rapport à ça, de montrer l'exemple à tout moment, parce que sinon, c'est trop facile de dire « Ah oui, non mais moi, c'est rien, c'est pas grave, regarde ce qu'ils font eux, etc. etc. » Donc, exemplarité et communication. Alors, pour conclure, en fait, sur les chartes éthiques, et en faisant un clin d'œil aux gens de ma génération, je dirais qu'avoir une bonne charte éthique et bien communiquer autour, c'est le double effet qui se coule. D'abord, ça permet, en fait, de prévenir la fraude,
dissuader les fraudeurs en interne notamment, et de la détecter, et donc de pouvoir améliorer son système de lutte contre la fraude et de rentrer dans un système d'amélioration continue. Deuxième chose, et qui est aussi très très importante, c'est que ça permet de créer des relais et de lutter contre l'isolement des victimes, notamment de fraude externe. Merci Isabelle. Bon, on revient à la communication, à la formation, à la confiance. Hein. C'est un peu ce qui a été évoqué depuis le début. Bon, et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de notre génération, ils ont compris le double effet qui se coule.